Bonjour à tout le monde. Je voulais remercier beaucoup Madame Goetz et toute son équipe de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et j'aimerais que vous puissiez, vous, les parents qui sont dans la salle, ou je sais qu'il y a quelques enseignants, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Là, je vais vous parler de l'éducation à l'heure actuelle. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi qui suis âgée, au XXe siècle, quand les parents, parce que je suis pédiatre, donc médecin pour enfants, quand les parents me demandaient des conseils pour l'éducation de leur enfant, il n'y avait rien de scientifique vis-à-vis de l'éducation. Et moi, je disais, ben, personnellement, je pense que ça serait mieux. Mais on était sûr de absolument rien. Donc, ce qu'il faut savoir, et vous le savez tous et toutes, c'est que l'éducation est quelque chose de très complexe, de difficile. Il y a des moments très heureux, mais des moments difficiles. Eh bien, à l'heure actuelle, en 2024, on a la chance d'avoir des chercheurs dans le monde entier qui nous aident à mieux comprendre l'enfant et à savoir, alors on ne sait pas tout, bien entendu, mais à savoir ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants s'épanouissent et aillent mieux. Donc, c'est un très grand progrès. Et moi, quand j'ai lu toutes ces recherches, j'ai voulu les partager avec vous. Et là, ce soir, enfin ce matin, excusez-moi, je suis très contente de les partager avec vous. Alors, moi, ce qui m'a le plus intéressée, c'est ce qu'on appelle les neurosciences affectives et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Les neurosciences, ça veut dire science du cerveau. Et affective et sociale, affective, c'est ce qui se passe au niveau de nos émotions. Et sociale, c'est les liens qu'on entretient avec les autres. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que au XXe siècle, on ne savait pas du tout que une grande partie de notre cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Et donc, ça change énormément de choses. Parce que avant, on ne parlait jamais de nos émotions. C'était pas bien de dire qu'on était triste ou anxieux ou en colère. Il fallait cacher nos émotions. C'est une vraie révolution de savoir que exprimer nos émotions, être connecté avec nos émotions, savoir entretenir des liens avec les autres qui soient fondés sur du respect, de l'affection aussi, c'est absolument fondamental. Et c'est à ça qu'on doit ouvrir nos enfants dès le plus jeune âge. Donc, qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous disent que quelque chose qui va modifier vraiment la façon d'être avec les enfants, c'est d'être empathique. Et l'empathie, c'est un travail, encore une fois, sur nos émotions. Quand on est parent, on est traversé par des émotions tout le temps. C'est-à-dire que de temps en temps, on est heureux, joyeux quand on est avec nos enfants et parfois on peut être très inquiet, on peut être en colère. Donc, il faut déjà être au clair avec les émotions qu'on éprouve en tant que parent. Et ensuite, il faut pouvoir percevoir les émotions de nos enfants aussi. C'est très important. Alors, quand on est parent, généralement, quand nos enfants souffrent, on porte une partie de la souffrance de nos enfants. Par contre, là, si j'ai des enseignants dans la salle, quand on est professionnel de l'enfance, eh bien, il ne faut pas porter la souffrance des autres sur nos épaules, sinon on ne peut pas les aider. Et ça, c'est très important. Donc, sentir, percevoir nos propres émotions et celles des autres, c'est ce qu'on appelle l'empathie affective. Ensuite, l'empathie cognitive, c'est de comprendre pourquoi moi, en tant que parent, je suis inquiet, je suis triste, je suis en colère. Et comprendre pourquoi mon enfant aussi est traversé par de telles émotions. Et ensuite, la troisième facette de ce travail sur les émotions,
C'est la sollicitude empathique, ça veut dire prendre soin de nos propres émotions. C'est-à-dire que vous, en tant que parent, si vous êtes triste et inquiet, il faut absolument comprendre pourquoi vous l'êtes et prendre soin de vous. C'est très, très important. Si on ne prend pas soin de soi, si on n'est pas empathique avec nous-mêmes, on ne peut pas être empathique avec nos enfants. Et ensuite, il va falloir prendre soin de la tristesse, de l'anxiété, de la colère de nos enfants. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est une vraie, vraie révolution. Et ce que nous disent les chercheurs du monde entier, et ça, intuitivement, si je vous interrogeais un par un, vous le sauriez, eh bien, un enfant, de quoi il a besoin, comme nous tous, on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit empathique avec nous, ça veut dire qui sente et comprenne nos émotions, qui nous soutienne, qui nous encourage et qui nous aime aussi. Eh bien, quand l'enfant a la chance d'avoir des parents qui sont empathiques, soutenants et aimants, eh bien, on sait que tout le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Et tout le cerveau, ça veut dire quoi? Aussi bien le cerveau intellectuel, donc le cerveau qui apprend, qui comprend, qui mémorise, donc pour la réussite à l'école, et aussi le cerveau affectif. Et le cerveau affectif, c'est quoi? C'est celui qui nous permet d'être en lien avec nos émotions et en lien constructif avec les autres. Donc vous voyez que c'est l'idéal, hein, d'être empathique, soutenant et aimant. Alors, la bienveillance, dont on nous parle beaucoup maintenant, bien c'est la même chose qu'être empathique, hein. C'est porter sur soi d'abord et sur autrui un regard compréhensif, c'est-à-dire qu'on va le comprendre, l'autre, on va pas le critiquer, on va l'aimer et on va veiller à son bien-être, à soi, et on va veiller au bien-être de l'autre. Être empathique, ça ne veut pas du tout dire être laxiste, hein, pas du tout. Certaines personnes, parce que toutes ces nouvelles connaissances dérangent beaucoup de monde, bien entendu. Donc, ça entraîne des résistances et c'est absolument normal. Donc, beaucoup de gens disent que oui, cette nouvelle éducation, on laisse l'enfant tout faire, elle est laxiste. Eh bien, c'est pas vrai du tout, du tout. L'adulte doit toujours être un guide pour l'enfant. C'est lui qui va donner des repères à l'enfant. C'est-à-dire que c'est un vrai adulte. Il élève son enfant au sens noble du terme. Il lui transmet des valeurs. Il sait poser un cadre. Il sait dire non à l'enfant quand il a un comportement inadéquat, mais il le fait en comprenant l'enfant. Il comprend ses émotions, ses besoins, et il ne l'humilie pas, ni verbalement, ni physiquement. Et ça, c'est extrêmement important. Et on ne lui fait pas un grand discours de morale parce que généralement, ça sert à rien quand ils sont petits, hein. On parle avec des mots très simples et on lui dit juste, on ne dit pas tel mot, on ne dit pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Et on termine toujours en donnant confiance à l'enfant. Je te fais confiance, tu vas apprendre à ne plus dire ça, à ne plus faire ça. Et c'est comme nous, les adultes. Mettez-vous à la place de l'enfant. Qu'est-ce qui nous fait progresser, nous, adultes? Et on peut progresser toute notre vie. Eh bien, c'est quelqu'un qui nous fait confiance et qui nous dit qu'on est capable de progresser sur tous les plans. Et quand quelqu'un nous dit, je te fais confiance, tu vas pouvoir progresser, tu vas apprendre à ne plus dire telle chose, à ne plus faire telle chose, eh bien, je peux vous assurer que l'enfant progresse. Donc ça, c'est très, très important. Être parent, hein, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure en commençant, ça peut être une source de très, très grand bonheur. Ça peut être un des plus grands bonheurs de la vie, mais ça peut être aussi des moments très difficiles. Et idéalement, il faudrait avoir de l'empathie vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre parent, du conjoint, si on a un conjoint, et de nos enfants. Et quand dans toute la famille, il y a une ambiance d'empathie, c'est-à-dire que on parle de nos émotions dès le matin,
on comprend les émotions des autres, eh bien, je peux vous assurer que ça change toute l'ambiance dans une famille. Alors, qu'est-ce que nous disent toutes ces recherches en neurosciences affectives et sociales? Il faut savoir que ça nous donne une nouvelle vision de l'enfant. Et moi, je peux vous assurer que au XXe siècle, j'ai dit beaucoup de bêtises aux parents parce qu'on ne savait pas tout ça, hein. Et que comme c'est une vraie révolution, eh bien, on a tous besoin d'être accompagnés pour s'améliorer. Eh bien, les chercheurs nous disent que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus immature, vulnérable et malléable que tout ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que nos enfants sont très très fragiles. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour nos enfants petits. Que l'être humain ne n'est pas mauvais, méchant, non. On, à la naissance, nous avons tous la capacité à être empathique et à être altruiste. L'enfant petit n'est pas méchant, on va le revoir, c'est-à-dire qu'à partir de 14-15 mois, souvent il se roule par terre, il va taper, il va griffer, mordre, jeter ses jouets. Eh bien, il ne le fait pas pour nous embêter, nous les adultes, il ne le fait pas parce qu'il est méchant, mais c'est qu'il ne sait pas faire face à ses émotions parce que son cerveau est immature. Donc, il ne le fait pas exprès. Et ça, c'est très, très important de comprendre qu'il ne le fait pas exprès. Et il va falloir l'aider à passer ces tempêtes émotionnelles. Les chercheurs nous disent l'importance des émotions, c'est très, très important dans la connaissance de soi, dans notre façon de réfléchir, d'apprendre. Nos émotions ont un rôle fondamental. Ensuite, ils nous disent quelque chose d'essentiel, que il faut absolument modifier nos comportements avec l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais l'humilier, ni verbalement, ni physiquement. Et ça, on ne le savait pas avant. Il ne faut pas se culpabiliser. Pourquoi? Parce que sur toute la planète, dans toutes les cultures, toutes les religions, on a toujours humilié les enfants physiquement et verbalement jusqu'à maintenant. Tous les adultes ont fait ça en croyant bien faire. Donc, il ne faut pas se culpabiliser si on a eu des parents qui nous ont tapés, qui nous ont dit des choses pas agréables, parce qu'ils le faisaient en croyant bien faire. Et donc, c'est pour ça que c'est une vraie révolution, parce que maintenant, il va falloir apprendre à ne plus humilier verbalement un enfant, c'est-à-dire ne plus le punir. Et donc, il va falloir apprendre comment on élève un enfant sans le punir, ne plus lui dire des choses désagréables, tu es méchant, tu es un enfant détestable, insupportable. Il va falloir ne plus le taper, ne plus l'enfermer, vous voyez, quand on n'est pas content. Donc c'est toute une nouvelle éducation que nous disent les chercheurs. Et pourquoi? Eh bien parce que les humiliations verbales et physiques abîment le cerveau de nos enfants et donnent beaucoup, beaucoup de troubles du comportement. Ça donne de la violence, les enfants deviennent violents ou au contraire dépressifs ou anxieux, ou ensuite de l'addiction à l'alcool et aux drogues, des tentatives de suicide. Donc maintenant, on sait que beaucoup, beaucoup de troubles psychologiques, voire psychiatriques, sont dus à de la maltraitance dans la petite enfance et chez l'enfant et l'adolescent. Donc, encore une fois, ne vous culpabilisez pas, hein. On a tous pensé qu'il faut faire ça pour que l'enfant se comporte bien, travaille bien à l'école. Mais maintenant, il faut soutenir les parents, tous les adultes qui sont en position d'éducation pour qu'ils changent d'attitude vis-à-vis de l'enfant. Et ensuite, comme vous avez vu, tous les chercheurs nous disent que les enfants ont besoin d'empathie, de soutien et d'encouragement, parce que ça fait développer le cerveau. Si vous avez des questions, vous pouvez absolument m'interrompre. Avoir de l'autocompassion, s'encourager, c'est très très important.
On ne peut pas être un parent parfait, ça n'existe pas. On fait tous des erreurs et ce n'est pas grave. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faut plus humilier l'enfant, mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir un mot de trop, un geste de trop. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut pas s'auto-flageller. Il faut dire, ben oui, là, je n'ai pas été parfaite. Il faut s'excuser devant l'enfant. Il faut lui dire, ben là, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Hein. Et dans ce cas-là, l'enfant comprend très bien. Et lui, il va faire la même chose, puisque les enfants nous imitent. C'est-à-dire que s'il frappe son petit frère ou sa petite sœur, hein, eh bien, il va comprendre que oui, on peut faire des erreurs, mais on peut aussi s'excuser. Hein. Et ensuite, avoir de l'autocompassion, c'est-à-dire de comprendre qu'on n'est pas parfait et que il faut s'encourager et qu'il faut être fier de tout ce qu'on a fait de bien déjà avec son enfant. Il faudrait, là, je vais vous demander, pour vous, aujourd'hui, de noter sur un papier, de penser à une situation dont vous avez été fier avec un enfant ou avec votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça se passe bien? Et voyez consciemment tout ce que vous faites de bien en tant que parent avec votre enfant. Et vous prenez un carnet et vous mettez tout ce que vous faites de bien avec votre enfant. Et pareil pour votre enfant, vous prenez un carnet et vous mettez toutes les qualités que vous voyez de votre enfant. Et vous les écrivez. Mon enfant, pour moi, il a telle et telle qualité. C'est très important d'être consciente des qualités de son enfant et de nos qualités à nous aussi. Hein. Eh bien, l'autocompassion est le premier facteur protecteur. Il prévient le burn-out et ça fait progresser et ça augmente notre sentiment de confiance. Au contraire, plus on se critique, plus on se dévalorise, plus on va mal et plus dans ce cas-là, on risque justement de punir l'enfant. Et quand on punit l'enfant, très souvent, l'agressivité de l'enfant va augmenter. Les êtres humains naissent empathiques. Est-ce que vous savez pourquoi nous ne sommes pas tous empathiques? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un veut me répondre dans la salle? On perd ses compétences par rapport à des traumas dans la vie. Là, vous dites que j'ai pas bien entendu. Et on perd cette compétence au cours de la vie par rapport à des traumas qu'on peut avoir. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner beaucoup. À la naissance, on a tous de l'ocytocine, la molécule de l'empathie. Eh bien, sur toute la planète, je vous ai dit que les enfants étaient très, très maltraités hein, et les adultes le font en croyant bien faire, encore une fois. Eh bien, c'est un stress pour les enfants. Et dans ce cas-là, il y a de la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol. Et le cortisol empêche le développement de l'empathie. Et c'est la première année de vie où les enfants reçoivent le plus de maltraitance. Et nous, dans les services de pédiatrie, il y a énormément, énormément d'enfants qui viennent dans les services de pédiatrie parce qu'ils sont maltraités, parce que les parents n'en peuvent plus et ils maltraitent leurs enfants. Donc c'est un très, très gros problème, la violence vis-à-vis des enfants. À l'heure actuelle, on parle de la violence vis-à-vis des femmes et c'est formidable, mais la violence avec les enfants, il faut en parler parce qu'elle est extrêmement, extrêmement fréquente. Donc, c'est les humiliations verbales, physiques et la grande maltraitance qui empêchent le développement de l'empathie. Donc, les êtres humains naissent empathiques. Vous voyez, il y a encore une publication de 2023 qui nous dit que dès la naissance, le nourrisson montre qu'il est déjà, il réagit à la détresse d'autrui. Hein. Et donc, dès la naissance, le petit est capable de sentir, de partager les émotions d'autrui. Est-ce qu'on peut devenir plus empathique? Oui. Eh bien, on peut devenir plus empathique. Pourquoi? Si on reçoit de l'empathie.
Ça veut dire que ça nous apprend, et ça c'est l'extraordinaire de la vie, hein, c'est que on est tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que euh, plus on donne de l'empathie, c'est-à-dire on comprend les émotions des autres, plus on leur donne de l'ocytocine, plus l'autre va devenir empathique. Et donc, pour faire croître l'empathie, on a besoin de recevoir de l'empathie de quelqu'un. Donc, on est très dépendants les uns des autres. C'est pour ça que nos relations sociales sont fondamentales, hein. Eh bien, on peut recevoir de l'empathie de nous-mêmes, hein, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, on peut s'encourager, se donner de la bienveillance, de la compréhension. Soyez votre meilleur ami, tu fais ton mieux, tu vas y arriver. Et ce qui est le plus efficace, c'est de recevoir de l'empathie des autres, de nos amis, de nos collègues, et c'est ça qui nous permet d'être empathiques, hein. Alors, je vous ai dit que l'empathie commençait par soi-même, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas vous flageller. Je suis nulle, j'ai eu tort, il va falloir que je me fasse souffrir parce que j'ai été vraiment nulle. Alors, on ressent de la honte, de la culpabilité, et ça, c'est très mauvais, hein. Il faut juste me dire, là, oui, bon, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, hein, je me sens un peu triste, mais je sais que je vais y arriver. C'est très, très important de s'encourager. Donc, je vous ai dit que faire des erreurs n'était pas grave, hein, et que le reconnaître et s'excuser est très éducatif pour l'enfant parce que l'enfant nous imite, hein. Et l'enfant va vous imiter. Beaucoup de parents se plaignent que leur enfant mente. Eh bien, l'enfant ment. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être puni. Et il croit qu'il faut cacher nos faiblesses. Et il faut parler aux enfants de nos forces et de nos faiblesses aussi. C'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs, qu'on soit parents, enseignants ou moi médecin, hein, on fait tous des erreurs, hein. Eh bien, dans ce cas-là, l'enfant va vous imiter en ne cachant pas sa faiblesse, en parlant de ses difficultés et en ne s'effondrant pas quand il fera des erreurs. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de consultations parce que quand les enfants faisaient des erreurs en classe, eh bien, ils s'effondraient totalement. C'est pas normal. On fait tous des erreurs et on apprend tous de nos erreurs. Donc, c'est très, très important de montrer que nous, parents, nous, professionnels aussi, on fait des erreurs. Il faut pouvoir s'en parler. Encourager les efforts, c'est fondamental et ça développe la confiance en soi. Et je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous sembler exagérées, mais c'est du scientifique. Même si l'enfant fait euh, un effort minime, il va falloir l'encourager. Ça veut dire que vous avez un enfant, vous lui demandez de vous aider à mettre son linge sale dans la corbeille de linge sale. Et il va mettre une seule chaussette. Alors, au lieu de lui dire, ah, mais vraiment, t'es insupportable, t'es même pas capable de mettre deux chaussettes dans le bac à linge sale, eh bien, vous allez lui dire, bravo, tu as mis une chaussette dans le linge sale. Eh bien, ça, on sait que au lieu de dévaloriser l'enfant, hein, qui va le faire très souvent perdre confiance en lui, même s'il a mis qu'une seule chaussette, ça va le faire progresser. Pareil, si vous lui demandez de vous aider à ranger ses jouets, par exemple, dans sa chambre. S'il ne range qu'un seul jouet, il ne faut pas lui dire franchement, tu es nul, hein, tu ranges qu'un seul jouet. Non, il faut lui dire c'est déjà bien. Et bien, vous allez voir qu'il va progresser. Donc ça, c'est très, très important. Là aussi, c'est très important avec le bébé. Il faut prendre le temps, si vous avez un petit dans votre entourage, prendre le temps de capter son regard et d'échanger avec lui. Et dans ce cas-là, ça renforce toutes les structures cérébrales qui sont impliquées dans la socialisation. Si vous voulez avoir un enfant sociable, eh bien, il faut avoir des moments d'échange avec votre enfant. Déjà quand il est bébé, mais ensuite, quand il est plus grand, on sait déjà que passer 10 minutes par jour avec son enfant sans rien faire d'autre, en lâchant le téléphone portable, en ne faisant pas la cuisine en même temps,
en ne faisant pas la lessive en même temps, en étant juste présent à son enfant, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et le regard qu'on porte sur son enfant est très, très important. L'imitation est un facteur très important dans le développement de l'enfant. Et l'enfant nous imite d'abord parce que nous sommes. Ça veut dire que si le parent crie, les enfants crient. Si le parent tape, l'enfant apprend à taper. Si le parent a un comportement, dit des choses désagréables à son enfant, l'enfant va dire des choses désagréables aussi à son frère ou à sa sœur ou bien à son parent quand il va être plus grand. Donc ça, c'est très, très important. Actuellement, dans le monde, l'OMS et l'UNICEF nous disent que la très grande majorité des enfants sont soumis à de la discipline violente et physique. Et en novembre 2021, l'OMS et l'UNICEF ont fait un appel à tous les gouvernements du monde pour demander que tous les parents soient soutenus dans l'éducation de leurs enfants, tellement les enfants subissaient de la maltraitance et que maintenant on savait que la maltraitance était très très négative pour le développement du cerveau de l'enfant et donnait des très grands troubles du comportement. Donc à l'échelle mondiale, il y a plus d'1 milliard d'enfants et d'adolescents qui sont victimes de maltraitance et en Europe, 117 millions d'enfants. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit problème. Dans ce rapport, donc des experts de l'éducation, des experts qui viennent du monde entier, ils nous disent qu'il faut vraiment aider les parents et avec un soutien des parents qui repose sur des données scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, avec le développement de ce qu'on appelle l'éducation positive, c'est l'éducation dont je vous parle, la théorie de l'attachement, l'importance des émotions, pour que les parents sachent instaurer des interactions positives avec leur enfant, sachent formuler des encouragements bienveillants, utilisent une discipline bienveillante, non violente et encadrent leur enfant en tenant compte évidemment de son âge. C'est possible d'atteindre ça. Notre humanité progresse. Les pays scandinaves, depuis maintenant 45 ans, ils ont une loi contre les humiliations verbales et physiques et leur société a totalement, totalement changé et ils ferment leurs prisons. Et il n'y a pratiquement plus de morts d'enfants de maltraitance. Alors que nous, en France, on a des morts d'enfants très, très, très fréquemment par maltraitance. Donc vous voyez, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc en France, on a une loi qui demande que maintenant, les parents utilisent leur autorité sans violence physique et psychologique. Par contre, il faudrait expliquer aux parents ce que c'est qu'une violence physique et ce que c'est qu'une violence psychologique. Et moi, j'aimerais que cette loi soit aussi dans tous les lieux d'accueil des enfants. Par contre, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Eh bien, dans cette convention, on détaille ce que sont les violences physiques et psychologiques. Et par exemple, les violences psychologiques, c'est humilier un enfant, lui dire t'es nul, t'es méchant, le rabaisser, l'intimider, se moquer de lui, le menacer. Si t'es pas sage, tu vas être puni. C'est une violence psychologique. Isoler l'enfant, lui faire peur, l'effrayer. Et toutes les violences, aussi légères soient-elles, sont inacceptables. Donc vous voyez que c'est maintenant la loi d'éduquer un enfant sans violence. La loi, c'est de protéger l'enfant de toute violence. Donc c'est quelque chose, vous voyez, de très complexe à l'heure actuelle, parce que je vous rappelle que dans le monde entier, on a pratiqué toutes ces violences-là sur l'enfant. Donc, je vous ai dit que passer 10 minutes par jour avec votre enfant, c'est très important. Être conscient de toutes les qualités de votre enfant, je vous ai dit aussi que c'était très important. À table le soir, très important de parler des bons moments vécus dans la journée. Et je peux vous assurer que moi, je le fais quand j'ai mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants, ils adorent ça. Qu'est-ce que tu as vécu d'agréable et de bien aujourd'hui? Ils adorent parler de ça. Souligner chaque progrès, même minime, je vous l'ai dit,
Et quand vous demandez quelque chose à votre enfant, soyez très précis, très concret avec les petits, hein, en maternelle, hein. Il faut leur demander, si on dit: «Allez, on se prépare, on sort», très souvent, ils ne savent pas. Il faut être très, très précis. Là, je voudrais que tu mettes tes chaussures. Là, je voudrais que tu prennes ton sac. Il faut être très, très précis. Et instaurer une boîte à merci aussi dans une famille, c'est très agréable pour les enfants. C'est-à-dire que c'est un peu comme parler des bons moments vécus dans la journée. On dit merci à ce qui nous est arrivé de bien dans la journée. Alors les enfants peuvent faire un dessin. Quand ils savent écrire, ils vont dire merci à telle et telle personne. Merci à la vie parce que ben, je me suis baignée, c'était très agréable. J'ai vu des fleurs extraordinaires. J'ai vu un poisson, magnifique. Vous voyez, ça peut être des choses toutes simples. Là, je vous ai mis, des dessins qui sont faits par Apprenti Girafe que vous pouvez trouver sur internet. C'est une, femme qui est spécialisée dans la communication non violente et qui fait des dessins extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que les compétences émotionnelles et sociales? Parce que maintenant, les chercheurs nous disent qu'il faut développer nos émotions et nos relations. Eh bien, c'est la connaissance de nos émotions. Et tous les matins, on a ce qu'on appelle l'hygiène corporelle, hein, on se lave les dents, on se prend une douche, et il faudrait aussi de l'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire que dans une famille, il faudrait pouvoir parler, si on a un conjoint, on parle à son conjoint de ses émotions. Aujourd'hui, par exemple, je suis enthousiaste, je suis pleine d'énergie, je suis joyeuse. Ou bien aujourd'hui, ah, je me sens anxieuse, je me sens un peu triste. Et on parle de ces émotions. Et puis ensuite, on essaye de comprendre leur cause. De quoi j'aurais besoin pour être moins triste, moins anxieuse, moins en colère. Et ça, c'est très, très important. Ça nous aide à nous connaître et à nous apaiser. Et pour les enseignants, de dire ça à une collègue quand on arrive en classe et puis ensuite parler des émotions avec les enfants en classe. Donc la connaissance des émotions, exprimer nos émotions sans aucune culpabilité, il n'y a pas d'émotions négatives et positives. Les émotions sont toutes très intéressantes et savoir, nous adultes, réguler nos émotions. Une fois qu'on a fait ce travail-là, qui peut être très compliqué, hein, eh bien, ça nous permet d'avoir des relations satisfaisantes. Et pourquoi? Ben parce que on comprend les autres qui sont comme nous traversés par les mêmes émotions et on peut mieux les écouter. Et donc, dans ce cas-là, on peut mieux coopérer, on peut mieux résoudre les conflits. Eh bien, Eva Oberle nous a dit que ces compétences sont liées à la réussite scolaire. Là, cette jeune chercheuse nous a dit, vous voyez, chez des tout petits de 2 à 3 ans, que parler des émotions aux tout petits améliore leur régulation émotionnelle, leur empathie, leur comportement d'entraide et leur langage. Et ça, là, je m'adresse aux enseignants, mais pour les parents, c'est pareil. Plus un enfant parle bien, mieux il va aussi se développer. Et moins ensuite, plus il va pouvoir réguler ses émotions, plus il va savoir avoir des relations satisfaisantes et mieux il va apprendre. Donc vous voyez que parler des émotions agit sur tout le cerveau. Et vous voyez, même chez des enfants tout petits de 2 à 3 ans. Donc parler des émotions aux tout petits, c'est extrêmement important. Donc aux enfants, il faut leur demander, toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien, beaucoup de parents, d'adultes croient que c'est difficile pour les enfants de parler de leurs émotions. Pas du tout. Eux, ils sont très connectés à leurs émotions. C'est pour nous, adultes, que c'est difficile de parler de nos émotions, parce que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Donc les enfants savent très, très bien parler de leurs émotions. Ensuite, ça aussi, c'est une étude très intéressante qui nous dit que l'encouragement des adultes joue un rôle crucial dans le développement de l'aide, du partage chez les tout, tout petits. Vous voyez? Là, son étude, c'est chez les enfants de 8 à 11 mois.
eh bien, quand on les encourage à partager avec les autres, à aider les autres, à coopérer avec les autres, ça double le taux d'aide des tout petits. Donc, et dire à nos enfants qu'ils peuvent coopérer ensemble dans une famille, que c'est du plaisir de coopérer avec les autres, c'est du plaisir de coopérer en classe avec les autres, eh bien, ça change tout. Ça fait qu'on a des bonnes relations sociales. Ça, c'est une étude récente de 2022 chez des petits de 5 mois jusqu'à 4, 5, 6 ans qui nous montre que quand l'enfant a un comportement agressif, hein, eh bien entendu que les adultes n'aiment pas du tout que les enfants aient un comportement agressif, et c'est normal. Eh bien, quand les adultes manifestent de la colère, punissent, hein, généralement les adultes punissent hein, quand l'enfant a un comportement agressif, eh bien les enfants crient, sont en colère contre les adultes, et les comportements agressifs vont continuer. Eh bien, tous les chercheurs à l'heure actuelle, je peux vous dire, dans le monde entier, nous disent que qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut être empathique avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on parle des émotions de l'enfant qui agresse et de ses besoins. On parle des émotions et des besoins de l'enfant qui a été agressé. À l'enfant qui a été agressif, on lui dit qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il ait comme comportement. On propose des solutions et des alternatives à l'enfant qui a agressé. Eh bien, c'est ça qui va faire que progressivement, l'enfant va modifier son comportement. Donc, vous voyez que avant, on ne savait pas comment faire du tout, du tout, du tout. Et maintenant, on a des chercheurs, et j'ai beaucoup de gratitude pour ces chercheurs. Ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant modifie son comportement. Eh bien, quand on développe toutes ces compétences au niveau de nos émotions, nos compétences sociales, eh bien, l'enfant va progresser sur tous les plans. Sur le plan personnel, il va s'épanouir. Dans ses relations avec les autres, il n'y aura plus de harcèlement. Et dans sa réussite scolaire. Donc, les émotions, hein, l'empathie, c'est quoi hein? Je vous l'ai déjà dit. Hein. Eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est que ces émotions-là. Eh bien, que les émotions, elles sont essentielles et elles sont absolument involontaires. On a tous des émotions qui surgissent en nous et elles sont seulement agréables ou désagréables, elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles nous renseignent sur ce que nous souhaiterions profondément, elles nous aident à nous connaître. Hein. Il y a des émotions agréables, hein. Ça veut dire que nos souhaits, nos besoins profonds sont satisfaits, et des émotions désagréables, ça veut dire que nos souhaits, nos besoins très profonds ne sont pas satisfaits. Hein. Et nos émotions influencent toute notre vie affective, bien entendu, mais aussi notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et notre sens éthique et moral. Hein. Beaucoup de personnes ne sont pas connectées avec leurs émotions parce qu'on leur a dit que c'était pas bien d'être en colère, c'était pas bien de pleurer. Ou bien, quand on a été très très maltraité, on dit mais moi je vais très bien, hein, il n'y a aucun problème pour ne pas souffrir. Hein, c'est ce qu'on appelle du déni en fait. Hein. Être connecté à nos émotions est primordial, évidemment, pour notre vie affective. Hein. Quand on a été très, très maltraité, on ne sait plus ce que c'est qu'aimer. Hein. Je peux vous dire que j'ai vu des patients qui me disaient, mais moi, j'ai été très, très maltraité, je ne sais pas ce qu'aimer mon enfant. Eh bien, ces personnes-là, il faut leur donner beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, beaucoup d'affection, et dans ce cas-là, ils vont développer leur capacité d'affection et d'empathie. Les émotions sont primordiales pour notre travail. Hein. Si on n'a pas de plaisir à aller à notre travail, si on n'est pas motivé, engagé, eh bien, on travaille mal et on n'y va plus. Pour notre sens éthique et moral, si on n'éprouve rien pour l'autre, on peut le voler, on peut le tuer. Ça nous est complètement égal. Et pour savoir prendre des décisions, faire des choix, il faut savoir qu'est-ce qui nous intéresse. Il faut être connecté à nos émotions. Hein. Donc les émotions nous aident à nous connaître. Hein, c'est très très important. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me motive? Et elles sont reliées à nos besoins.
Pourquoi j'éprouve cette émotion? Un parent en colère face à des comportements jugés inadmissibles de l'enfant, eh bien, généralement chez le parent, il y a de l'inquiétude et du désarroi. Pourquoi mon enfant agit comme ça? Donc, il y a besoin de comprendre l'enfant. Et ensuite, il faut être accompagné pour savoir comment réagir vis-à-vis de son enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Surtout ne pas le punir, comprendre ses émotions et ses besoins, parler du comportement attendu et donner lui des solutions et des alternatives à son comportement d'agressivité. Les besoins fondamentaux sont communs à tous les êtres humains. On a tous les mêmes besoins, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, on va comprendre beaucoup mieux les autres. Mais nous, parents, on n'a pas les mêmes besoins en même temps que nos enfants, hein. C'est ça qui fait la différence, hein. L'enfant aurait besoin de telle chose à ce moment-là et le parent aurait besoin de telle autre chose au même moment, vous voyez? Et c'est là où il faut se comprendre et dire: «Bah, toi, tu aurais besoin de quoi en ce moment?» hein? Eh bien, chez l'enfant, le premier besoin, c'est d'avoir de la sécurité affective. Et qu'est-ce que c'est que la sécurité affective? C'est que quelqu'un comprenne nos émotions et nos besoins. Là, maintenant, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous aider pour comprendre mes besoins. Vous avez ça chez Apprenti Girafe. Vous avez la roue des émotions qui relie les émotions aux besoins que vous trouvez sur internet. Là, quels sont mes besoins d'apprenti girafe? Vous trouvez ça sur internet. Là, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Entre toi et moi». C'est l'enfant qui parle à ses parents, qui dit à ses parents de quoi il a besoin, hein. Et échanger autour de nos émotions, ça va nous permettre d'avoir des relations satisfaisantes parce que nous comprenons que nous sommes tous traversés par les mêmes émotions et on arrive à se comprendre mutuellement, hein. Exprimer nos émotions agréables, vous voyez, ça fait plein de choses extraordinaires. Ça décuple nos sensations agréables. Ça va diminuer le stress et la fatigue. Ça va augmenter les défenses immunitaires. Ça confère une meilleure santé mentale. Ça permet un meilleur fonctionnement intellectuel. Ça favorise la résilience. Ça augmente la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'ouverture au changement. Et ça améliore les relations. Il y a moins de jugement, moins de dogmatisme. Donc vous voyez, quand on est heureux, quand on est enthousiaste, quand on est euh, plein de joie. Il faut pouvoir le dire et vous voyez tout ce que ça fait de partager nos émotions agréables. Il ne faut pas se priver de partager nos bonheurs. Exprimer nos émotions désagréables, c'est très important. Pourquoi? Quand on arrive à dire je suis triste, anxieux, en colère, déprimé, eh bien tout de suite, ça nous fait du bien, ça nous déstresse. Ça veut dire que l'amygdale cérébrale, là, qui est là en rouge, c'est une structure cérébrale qui active la sécrétion du cortisol. Et ça active aussi la sécrétion de l'adrénaline. Eh bien, quand on arrive à dire oh là là, en ce moment, je suis très anxieuse, très triste, eh bien, tout de suite, on est moins stressé. Donc, il ne faut pas du tout se priver de parler de nos émotions désagréables. Au contraire, ça fait du bien, il faut partager ces émotions désagréables. Quand on est un parent, un adulte, il faut savoir faire face aux émotions de l'enfant quand il a des tempêtes émotionnelles, hein, pour ne pas être envahi et submergé par nos émotions et pas passer ses nerfs sur l'enfant. Moi, j'ai des parents qui disaient, moi, je passe mes nerfs sur mon enfant. Voilà. Donc, quand on est très énervé parce que l'enfant a un comportement inadéquat, si on lui dit tu m'énerves, il va se sentir en faute, responsable de votre énervement. Il va se vivre comme un enfant mauvais. Il va avoir une étiquette sur l'enfant. Je suis un enfant mauvais et il va perdre confiance en lui. Donc c'est très important. En fait, quand on est énervé, ça veut dire qu'on a atteint nos propres limites et qu'on peut réguler notre propre énervement.
Les émotions, elles sont corporelles. Il faut être bien attentif à nos émotions. Eh bien, il faut dire à l'enfant, là maintenant, je sens que j'ai atteint mes propres limites. Je sens que la colère monte. Je sens que j'ai la voix qui tremble. Je sens de la chaleur, mon cœur qui s'accélère. Il faut que je fasse une pause, que je m'éloigne et que je respire tranquillement. Et tout de suite, hein, notre énervement va s'apaiser. Eh bien, l'enfant va nous imiter. Et j'ai vu des enfants de 4-5 ans qui font la même chose et qui disent, là, j'ai envie de donner un coup de poing à ma petite sœur ou à ce garçon-là qui m'énerve. Eh bien, là, je sens que, oh là là, je perds mes moyens. Euh, mon cœur s'accélère, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, il faut que je fasse une pause. Et vous voyez comme c'est très, très important. Ça permet, ça régule les émotions. Il faut apprendre à réguler nos propres émotions. Et on peut le faire. On s'apaise aussi quand on accepte que nos émotions désagréables sont quelque chose de normal. Quand on change de regard sur l'enfant, si on voit l'enfant comme quelqu'un, une personne très fragile, eh bien, on va être beaucoup, beaucoup moins avoir tendance à punir l'enfant, à être en colère contre lui. On s'apaise aussi quand on est énervé, quand on reçoit de l'empathie et quand on trouve dans notre vie quotidienne des moments qui nous font du bien. La communication non violente, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de créer une qualité de relation à soi-même et aux autres. Ça demande c'est un travail d'auto-empathie et d'empathie, hein. Il y a une association, hein, qui fait des formations pour les parents en communication non violente, hein. Et l'ocytocine, donc la molécule de l'empathie, la dopamine, qui est une molécule de la motivation, du plaisir à vivre, elle est bloquée par le stress, la comparaison, la compétition, elle est stimulée par la collaboration, la coopération, par le plaisir, hein. Rire, s'amuser est très bénéfique pour l'enfant, vous le savez, hein, et pour le cerveau de l'enfant. Dès que l'enfant peut jouer, eh bien, il se passe des choses très importantes dans le cerveau. Et il y a ce qu'on appelle du BDNF, c'est une substance qui permet la croissance des neurones dans le cerveau. Quand on chante, et quand on chante ensemble, quand on écoute de la musique, il y a de l'ocytocine, la molécule de l'empathie, qui est sécrétée. Donc c'est très important d'écouter de la musique et de chanter ensemble. Quelques études scientifiques qui montrent l'effet de l'empathie et du soutien sur le cerveau de l'enfant, pour vous montrer que quand on est empathique, alors ça m'agace parce que c'est toujours avec les mères, eh bien, ça va avoir un impact sur le cerveau de l'enfant dès l'âge de 6 mois. Là, c'est une étude qui vous montre, alors je reviens un peu à cette étude-là quand même, parce que ça vous montre que quand une mère est empathique, ça développe l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui nous permet d'apprendre et de mémoriser. Donc l'empathie permet d'apprendre et de mémoriser. Donc vous voyez, l'empathie est à la base du développement intellectuel. Donc ça, c'est très, très important, de l'apprentissage, hein, et de la régulation des émotions. Hein, quand un enfant ne sait pas réguler ses émotions, ça veut dire qu'il ne reçoit pas assez d'empathie. Là, c'est une longue étude de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Eh bien, quand la mère soutient et encourage son enfant, quand le père, je suis sûre, ça ferait la même chose, ou quand l'enseignant, ça ferait la même chose, eh bien, encourage, soutient son enfant, ça va développer cet hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Et vous voyez que quand on encourage vraiment l'enfant, eh bien, ça multiplie par 2 le volume de l'hippocampe, ce qui est absolument énorme. Et cet effet, il va persister jusqu'au début de l'adolescence. Ça aussi, c'est une très très longue étude qui montre que quand les 2 parents sont empathiques, eh bien, à 8 ans, toute la substance grise du cerveau de l'enfant va se développer au maximum de ses possibilités. Donc, aussi bien le cerveau intellectuel que affectif. Prendre soin, réconforter, consoler, câliner, c'est très très important. Ça fait sécréter l'ocytocine, la molécule de l'empathie, ça augmente un facteur de croissance des neurones, ça améliore, ça modifie l'expression d'un gène pour
ce fameux hippocampe. Et donc, ça a un effet très positif sur la maturation du cerveau. Avoir un contact doux, respectueux vis-à-vis de l'enfant, ça fait maturer leur cerveau. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant a un cerveau très, très immature. Et l'enfant n'est pas capable de faire face à la peur et au stress. Il faut vraiment jamais faire peur à un tout petit. Chez l'enfant petit ne peut pas contrôler ses émotions parce qu'il a un cerveau très immature. C'est pas des caprices, les caprices, ça n'existe pas. C'est la conséquence de l'immaturité normale de son cerveau. Donc, il faut avoir au contraire beaucoup de compassion vis-à-vis de lui quand il fait des tempêtes émotionnelles. Il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va céder, s'il se roule par terre parce qu'il veut des bonbons, ça ne veut pas dire qu'on va lui donner, mais il faut l'apaiser. La partie du cerveau qui contrôle nos impulsions, nos émotions, va maturer en fonction de l'attitude de l'entourage. Quand les enfants mordent et frappent, quand ils sont petits, eh bien, ils le font quand ils se sentent en danger ou que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et dans ce cas-là, le cerveau immature de l'enfant va les faire réagir. Mais ils ne le font pas exprès. Donc, c'est très, très important. Les enfants petits ne sont pas méchants. Ils ne peuvent pas faire autrement quand ils se sentent en danger ou que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Ce cortex orbitofrontal, il va être très très important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'être empathique, il nous permet de gérer nos émotions, il nous permet d'avoir un sens éthique et moral, il nous permet de savoir faire des choix. Eh bien, ce cortex orbitofrontal qui est si important, il va se développer si on comprend les émotions et les besoins de l'enfant, si on sait l'écouter, si on sait être bienveillant. Au contraire, si on humilie l'enfant, si on le punit, il va avoir un mauvais développement de ce cortex orbitofrontal et il va avoir des troubles du comportement, de l'agressivité, de l'anxiété, des dépressions et plus tard, des addictions à l'alcool et aux drogues. Donc, lors des tempêtes émotionnelles du tout petit, il faut être empathique, comprendre ses émotions, ses besoins, l'apaiser et l'aider à exprimer ses émotions. Et si on ne le console pas, il y a du cortisol très toxique pour son cerveau. Donc l'attitude de l'adulte est très importante, une attitude douce, chaleureuse, un ton de voix calme, apaisant, pas faire les gros yeux. Moi, si on me faisait les gros yeux, j'aimerais pas du tout. Eh bien, l'enfant, il faut se mettre à la place de l'enfant. Il ne faut pas faire les gros yeux. Moi, si on me faisait la grosse voix, j'aimerais pas du tout non plus. Si mon mari me faisait la grosse voix ou les gros yeux, j'aimerais pas du tout. Eh bien, l'enfant, il est beaucoup plus fragile que nous. Donc, faut pas faire les gros yeux ni la grosse voix. Vous voyez, donc c'est toute une. Il faut changer totalement notre comportement. Et ça peut peut-être vous choquer ce que je vous dis là, mais il faut apprendre à faire autrement. Le stress et les humiliations verbales et physiques sont très nocifs pour le développement de l'enfant. Là, il y a 30 études sur ce que donnent les éducations qui punissent l'enfant. Eh bien, ça fait le contraire de ce que voudrait l'enfant. Et l'adolescent, il devient insensible, dur, sans empathie. Et vous voyez, il y a tous ces troubles-là dont je vous ai déjà parlé. Et ces éducations, ça va détruire le lien affectif entre l'adulte et l'enfant. Et l'enfant va vivre dans la peur de l'adulte, de son parent. Il ne faut pas que l'enfant ait peur de ses parents et dans la soumission. Le stress permanent, je ne dis pas, c'est pas un stress occasionnel qui provoque ça, bien entendu. C'est un stress répété, journalier, quotidien. Eh bien, ça abîme vraiment les neurones. Vous voyez, là, c'est un neurone florissant, et là, il y a un neurone qui a perdu ses embranchements. Eh bien, quand l'enfant a du stress quotidien, eh bien, ça abîme des parties très importantes de son cerveau. Quand il y a trop de cortisol, il y a ce fameux facteur de croissance des neurones va être impacté. Et la maltraitance émotionnelle, c'est tout comportement ou parole
qui va rabaisser l'enfant, le critiquer, le punir, vous voyez, les punitions, lui faire peur, lui procurer un sentiment d'humiliation et de honte, l'isoler, le rejeter, l'ignorer, ne pas répondre à ses besoins d'affection, de soins et de protection. Eh bien, il y a une jeune Hollandaise qui nous dit que cette maltraitance va abîmer cette partie la plus précieuse que nous avons dans notre cerveau, le cortex orbitofrontal, qui, encore une fois, nous permet d'être empathique, de réguler nos émotions, de savoir faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Donc, merci à elle. La maltraitance verbale et physique va diminuer le volume de l'hippocampe qui nous permet d'apprendre, de mémoriser. Quand on dit à un enfant, t'es nul, t'es un bon à rien, eh bien, il ne peut rien apprendre. Eh bien, je vous ai dit que ça donne beaucoup d'effets désastreux chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte qui deviendra. Très intéressant cette étude qui nous vient d'Harvard, que quand on dit à l'enfant des paroles blessantes, t'es un bon à rien, t'es nul, t'es un incapable, eh bien, ça abîme des parties du cerveau qui nous permettent de comprendre le langage. C'est comme si l'enfant ne voulait plus entendre ces paroles-là. Donc, vous voyez, si on commence à dire à l'enfant, t'es nul, eh bien, il va même pas comprendre ce que vous lui dites. Donc, quand on forme, ça c'est un prix Nobel d'économie, James Hecksman, qui a dit que quand on forme les professionnels de l'enfance dans le développement des compétences sociales et émotionnelles, eh bien, ça permet d'économiser 100 $ en prévention à l'âge adulte, des risques de chômage, d'exclusion sociale, de délinquance et de tout type de déviance. Et plus tôt on investit, plus l'impact est important. Donc, pour conclure, je veux vous redire l'importance cruciale de l'enfant pour le devenir d'une société. L'enfant et l'adolescent devraient être la priorité de toute la société. Ne plus humilier l'enfant verbalement et physiquement. Être empathique, c'est une révolution éducative qui implique de former tous les professionnels de l'enfance pour qu'ils développent leurs compétences sociales et émotionnelles et puissent accompagner les parents. Et moi, pour terminer, je voudrais vous lire ce qu'a dit Martin Luther King. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des imbéciles. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je peux répondre à toutes vos questions, si j'ai un petit peu de temps. Bonjour, alors déjà on vous remercie Bonjour. énormément d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. J'ai eu l'occasion de lire vos livres aussi, donc merci vraiment. Je suis Linatea et je suis enseignante du premier degré à FAA Parahenui. Je suis aussi membre du GT de neuroéducation et aujourd'hui je suis votre animatrice. Donc nous pensons dans le GT que tout ce qui vient d'être dit est très intéressant et important pour les parents essentiellement, mais aussi les enseignants. Mais dans le cadre de cafés de parents que vous pourriez mettre en place dans vos circonscriptions, c'est vraiment très intéressant parce que nous, enseignants, lorsque les parents sont dans cette dynamique, on voit les effets sur les enfants puisque les enfants sont beaucoup plus épanouis et beaucoup plus heureux de venir à l'école. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet entretien avec Madame Guégan? Alors moi, je voudrais vous dire que je vous laisse mon PowerPoint. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez comme vous voulez. Merci. Alors, bonjour. Moi, Bonjour. j'avais une question par rapport à lorsqu'on se retrouve devant une mémoire traumatique d'un enfant, une dissociation, est-ce qu'il est toujours possible de travailler avec l'enfant et de développer l'empathie avec lui? Ou est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique et si oui, laquelle? Alors, j'ai pas très bien entendu. Vous avez parlé de dissociation? Oui, lorsqu'on se retrouve devant un enfant avec une mémoire traumatique, donc dont le cerveau a été bloqué, figé, Oui. parce qu'il a Parce que vécu. quand vous parlez de dissociation, ça fait
quand même maladie, problème grave, hein. Et la dissociation pour nous, médecins, il faut d'abord voir un pédopsychiatre, hein. Ça n'empêche pas d'être empathique et bienveillant, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand il y a des troubles graves, faut voir un psychologue ou un psychiatre, ça c'est sûr. Mais même quand je redis, hein, être bienveillant, c'est avec tout le monde, qu'on ait des handicaps ou des maladies, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, très bien. Alors en fait, déjà, j'ai une information à vous transmettre concernant toute la diffusion actuelle du séminaire pour les droits humains. Nous sommes sur l'INSPE, le site de l'INSPE et le site de la DG2E. Donc actuellement en direct, mais forcément également aussi en différé, puisque vous pouvez aller voir toutes les conférences par la suite. Et pour tous les enseignants, vous avez une feuille d'absence à émarger en sortant. Donc n'oubliez pas de le faire. Et est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Raymond? On continue. Allez-y. Je vais poser une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué la difficulté pour les adultes qui ont peut-être vécu une enfance traumatique, de la difficulté à reconnaître ces violences, ce vécu, et souvent de dire non, moi je vais très bien. Et alors, par expérience, alors avec quelques professionnels qui sont dans la salle, souvent, quand on fait des conférences avec les parents, on commence à en faire pas mal en Polynésie. On a beaucoup de cafés parents autour du cerveau et de l'impact des violences éducatives sur le cerveau. On a beaucoup de parents, en fait, et surtout les papas, qui nous disent moi je vais très bien. Ils nous disent essentiellement qu'ils vont bien, mais surtout j'en suis pas mort. J'en suis pas mort et je suis très heureux d'avoir reçu cette éducation, car au moins aujourd'hui je file droit. Oui. Et j'ai toujours un petit peu de mal à répondre à ça. Alors j'ai un peu le même type de réponse, mais je voulais savoir si vous aviez peut-être d'autres éléments de langage pour répondre à ces papas, souvent, mais il y a des mamans aussi qui me le disent. En Alors, tout cas, ces adultes qui ne oui. veulent pas reconnaître. Oui. Alors moi, je me suis beaucoup occupée des pères, hein, quand j'avais mes consultations. Là, pour toutes les femmes qui sont dans l'assistance, je voudrais leur dire qu'il faut beaucoup de compassion vis-à-vis de nos frères les hommes, puisque aux hommes, on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient forts et qu'il fallait qu'ils cachent leurs émotions. Et donc, pour eux, c'est beaucoup plus difficile de parler de leurs émotions. Donc, euh, pour certaines femmes, ça va être difficile, hein, quand on leur a dit aussi qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas être en colère. Bon. Mais pour nos frères les hommes, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, mesdames, si vous avez des conjoints, essayez en tête à tête, dans l'intimité, de faire parler vos hommes de leurs émotions. Tous les jours. C'est très important. Et pour les petits garçons, et pour les petits garçons, faut les aider, les petits garçons, à pouvoir dire qu'ils sont tristes, qu'ils sont anxieux, mais surtout la tristesse. On a dit aux hommes qu'il fallait qu'ils soient toujours forts et toujours courageux. Il faut qu'ils osent parler de leurs émotions désagréables. Encore une question. Bonjour, c'est pas une question, mais je sais que ce qui a débloqué un petit peu ce frein-là chez quelqu'un, c'est de lui dire qu'en fait la sensibilité est une force. Parce qu'être en contact avec ses émotions, c'est aussi mieux se connaître. Du coup, c'est pas une fragilité. Et nous, c'est associer ces deux mots-là pour dire que la sensibilité, c'est une véritable force. Et bien, en fait, ça éloigne un petit peu aussi l'idée qu'on puisse être faible quand on pleure, qu'on puisse être faible quand on est en colère. On est justement pris par les émotions. Je vous remercie, oui.
vous avez vu ce que donne le fait de savoir exprimer ses émotions. Ça a des effets considérables. Donc, ça peut être en leur parlant de ça que les hommes peuvent vouloir comprendre pourquoi il va falloir aussi qu'ils arrivent à parler de leurs émotions. Mais au début, c'est toujours pour un homme très difficile de parler de ses émotions. Très, très difficile. Et il faut les comprendre. C'est à nous, les femmes, de comprendre la difficulté des hommes à parler de leurs émotions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intervention? Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on a un vieillard en direct. Encore pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que je parle avec juste 4 ans, je suis là depuis 4 ans, mais ce que je vois, c'est que les enfants sont souvent, enfin les adultes sont souvent en difficulté face à la violence des enfants. Par rapport à la violence ou l'expression de la colère des enfants, parce qu'ils sont complètement désemparés par rapport à ça, et c'est souvent en lien avec la difficulté qu'ils ont eux-mêmes de pouvoir tolérer leur propre colère ou leur propre sentiment de violence. Et c'est enfin, j'entendais parler tout à l'heure de dissociation chez l'enfant. L'enfant, il va aussi se sidérer en fait par rapport à la colère de l'adulte, et parfois c'est ça qui bloque la relation, en fait, dans une relation avec les enseignants. C'est-à-dire que quand l'enfant a un comportement problématique, l'enseignant va dans sa colère parce qu'il ne sait pas comment gérer, ou lui-même a des difficultés à gérer, et l'enfant percevant ces difficultés, ce danger-là, va lui-même se sidérer et complètement se fermer. L'importance de revenir en fait, sur de l'empathie, mais c'est pas facile en fait. Quand lui-même adulte, on ne sait pas quoi en faire en fait, on ne sait pas quoi faire de cette colère-là. Et je crois que c'est souvent, enfin, pour avoir discuté avec des enseignants, c'est souvent ça qui bloque en fait. Mais la volonté d'accompagner l'enfant dans ses émotions, elle est là, et la capacité à le faire parce que nous-mêmes, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces émotions problématiques. Elle dépasse cette capacité à faire en fait. Alors, est-ce que vous êtes enseignante? Alors, moi, je suis puéricultrice en fait de formation initiale. J'ai été formée chez Fibiosa sur D'accord, d'accord. Mais parce que les enseignants maintenant vont avoir tout un pan pour développer les compétences psychosociales. Et dans le développement des compétences psychosociales, les enseignants, normalement, vont apprendre à gérer leur stress. Donc, ils vont apprendre ça. Alors, nous avons aussi quelques questions du Facebook Live. Donc, je vais lire une des questions. Comment un conseil de discipline peut-il être utile pour un enfant qui risque une sanction? Ne va-t-on pas aggraver la situation? J'ai pas entendu le début de la question. Alors, la question, en fait, c'est l'association des parents d'élèves d'un collège nous demande si les conseils de discipline n'aggravent pas. C'est quoi? Là, j'ai pas entendu. Conseil de discipline. Les conseils de discipline Oui. dans un collège Hum. vont-ils aggraver les situations émotionnelles des enfants? Si les conseils de discipline aggravent quoi? La situation émotionnelle ou la situation de sanction. Moi, j'ai jamais assisté à un conseil de discipline. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, j'ai un bout de réponse. Hein. On a longuement parlé, d'ailleurs, Madame Guérin l'a bien redit. Hein, le fait J'entends très mal, là. Je ne sais pas pourquoi. Je me rapproche. Est-ce que là, c'est mieux? Peut-être le recran, le retour. C'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. Ah, merci. En fait, je pense que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure,
on est quasiment dans une situation d'humiliation, en fait, en conseil de discipline. L'enfant se retrouve face à un jury d'adultes avec une disproportion évidente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'adultes, il est souvent seul, rarement représenté, et acculé de ses difficultés, sans aucune reconnaissance de ses émotions, ni prise en compte de ses émotions, et que bien évidemment, le conseil de discipline, alors on ne va pas en discuter ici, mais est une instance à complètement réviser, que certains établissements d'ailleurs engagent. Hein, c'est une réflexion qui pose question. Et certains chefs d'établissement cherchent au regard justement de la recherche sur les neurosciences affectives à reprendre à restaurer en tout cas l'estime des élèves sur ce conseil de discipline en pratiquant autrement la sanction éducative. Il y a d'autres questions? Ah oui. Bonjour madame, merci pour le travail que vous avez réalisé car il nourrit tous les jours de réflexion et nous permet de mieux avancer. Vous avez pas parlé des intelligences émotionnelles. Je n'ai pas parlé d'intelligence émotionnelle. Non, des intelligences au pluriel. Oui. Car Anna Goldman nous fait toute une démonstration assez importante et je pense au niveau de l'éducation, et ça, faire ces différences-là sont quand même très importantes. Dans les recherches scientifiques que j'ai lues, on ne parle pas de ça. Donc, moi, je peux pas vous en parler. En neurosciences affectives et sociales, ils ne parlent pas de ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci. Déjà, Bonjour. pour votre discours. Moi, je me demande, là, je me sens un peu schizophrène parce que je me demande comment on va faire, comment les scientifiques et les médecins vont pouvoir intervenir auprès des politiques, parce que je pense aux politiques éducatives qui sont menées actuellement, où on a tendance justement à dire que les enfants, on ne peut plus faire de distinction entre le cerveau des adolescents et des enfants et des adultes. On a tendance presque à considérer qu'un enfant de 10 ans il peut avoir les mêmes compétences au niveau du cerveau qu'un adulte. Hein. Donc, il n'y a plus droit, quelque part, à l'erreur, à la rédemption, si je puis me permettre. Et donc, les réponses sont beaucoup des internats, de l'enfermement, des écoles où il y a une immigration qui revient. On voit des enfants debout dans la cour avec des agents militaires, etc. Donc, je me dis, comment les médecins et les scientifiques ont une influence sur les hommes politiques et le grand public, parce que c'est un petit peu aussi ce que les gens attendent quand on lit les choses sur les réseaux sociaux. Ils font plus de répression. L'enfant à 10 ans, s'il a des comportements de prédélinquants, ben, il faut l'enfermer, il faut le contraindre, etc. Donc, comment on fait? Nous, les enseignants, auprès des parents, on peut essayer d'agir, mais comment les scientifiques ils vont réagir au niveau des hommes politiques? Merci pour votre question. Je n'ai pas tout entendu, mais merci. Moi, je ne suis pas du tout une femme politique. Moi, j'essaye de poursuivre mon chemin, quoi que fassent les hommes et les femmes politiques, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je fais ce que je pense devoir faire. Voilà. Et ce que je vois, c'est que sur le terrain, je peux vous assurer que ça bouge. Même si les hommes et femmes politiques, eux, ont du mal à comprendre certaines choses, sur le terrain, les gens comprennent très très bien là tout ce que je vous dis. Hein. Sur le terrain, j'ai jamais de contestation. Parce que, en fait, ce que je vous dis, c'est des choses très simples et on le sait intuitivement. Madame Guéguin, un grand merci. Et merci à vous et merci à tout le monde. Merci d'avoir été là.